Eh bien, chers amis, bonsoir. Merci d'être présent pour ce rendez-vous. Très heureux de vous retrouver quel jour on est, mardi 15 août, pour la suite de nos émissions sur ce livre The Most Dangerous Superstition, la plus dangereuse des superstitions. Je vous rappelle que vous avez dès à présent dans le chat de quoi télécharger les 133 pages sur 200, version française, traduit par nos soins, si je puis dire. En tout cas, nous arrivons ce soir à cet état du sommaire que vous avez maintenant sous les yeux, puisque nous sommes, comme je viens de vous le dire, à la 12e émission. Alors, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, ça sera un grand plaisir de vous saluer, et puis par la suite, évidemment, à réagir à ce que vous allez entendre. Alors, vous voyez que lors d'une émission précédente, qui date maintenant du 9 août, on a abordé la partie 3, petit e, les effets du mythe sur les avocats. Je ne redis pas tous les thèmes qu'on a déjà explorés ensemble. Et puis, lors de l'émission numéro 11, on a poursuivi cette partie 3E, les effets du mythe sur les avocats, avec de nouveaux thèmes que vous avez sous les yeux. Et puis, on arrive aujourd'hui toujours dans cette partie 3E. Alors, vous êtes 20 déjà en direct. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont là pour nous soutenir et surtout pour partager avec nous. C'est ça le but de ces émissions. Alors, ce soir, émission numéro 12, émission spéciale, un 15 août, avec un premier thème, grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. Un deuxième thème, vous verrez que ce sont des thèmes copieux, ce qui fait qu'on aura uniquement 3 thèmes à traiter ce soir, mais avec de nombreux paragraphes pour chaque thème. L'effet du mythe sur les défenseurs de la liberté, et puis on abordera enfin les règles du jeu. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, vous savez à quel point ça nous fait plaisir, et puis bien sûr ça aide cette émission à remplir sa mission qui est d'être une lecture à la fois active mais aussi interactive. Je vous rappelle nos petites règles du jeu à nous, qui n'auront sans doute pas grand-chose à voir avec celles du livre, c'est que nous nous efforçons évidemment de retranscrire après chaque paragraphe quelques mots, quelques expressions ou quelques idées employées. Et donc, la deuxième étape, vous l'avez sous les yeux, c'est celle-ci qui nous sert de transposition pour cette lecture à haute voix, que je vous encourage également à faire hors émission, c'est-à-dire qu'il vous suffit de télécharger le fichier PDF que je vous indique à chaque fois. Je vais d'ailleurs vous remettre encore une fois le lien pour que vous ne puissiez pas le louper. Et une fois que vous disposez de ce fichier PDF, je vous encourage à lire 1 ou 2 paragraphes à voix haute pour bien vous rendre compte de la manière dont vous intégrez les nombreux arguments de l'auteur et pas des moindres. Alors, vous voyez que cette lecture à haute voix comprend 4 étapes. La première étape, je viens de vous la décrire, lire un passage d'une dizaine de lignes d'un ouvrage apprécié. On va considérer que c'est celui-ci, bien sûr. Lisez-le d'abord des yeux, puis à haute voix, en faisant la différence entre les 2 lectures, puis en prenant conscience de la manière dont vous lisez, si vous êtes distrait ou non, si vous comprenez ou non, afin de bien vous rendre compte des différences s'il y en a. Alors cette procédure de lecture à haute voix, elle est à chaque fois postée en description de l'émission et puis également, vous la retrouvez en commentaire épinglé. Deuxième étape, c'est celle que nous pouvons partager ensemble lors de cette émission. N'hésitez pas à poster sur le chat au fur et à mesure que vous les entendez, certains mots, certaines expressions employées, voire certaines idées. Et puis, après l'émission, dans environ 1 heure, je vous encourage écoutez, à raconter à quelqu'un de votre entourage que vous venez de lire, dans un premier temps, et dans une 4e étape, d'expliquer à cet auditeur le passage lu comme si vous vouliez le discuter avec lui. Donc voilà, j'espère que tout ça va vous faire comprendre que ces soirées sont destinées à être prolongées pour faire connaître au plus grand nombre ce livre et qu'évidemment, chacun d'entre vous peut en devenir, si ce livre vous parle, et j'espère qu'il vous parle puisque vous êtes là, un porte-parole auprès du plus grand nombre afin d'amener notre petite goutte ou micro-goutte, si c'est possible, de changement dans cette société, puisque la plupart des changements, comme chacun le sait, eh bien, ça commence par un changement au niveau des idées, donc des prises de
conscience. Alors, je vous remets le sommaire sous les yeux, puis sans plus tarder, on rentre dans cette émission. Je compte sur vous pour une participation active. Vous savez à quel point c'est aidant. Et puis, vous savez que dans les émissions précédentes, certains d'entre vous ont été particulièrement dans ce jeu qui consiste à restituer de façon à bien capter les messages de cet auteur. Donc, grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. Premier thème traité ce soir. Maintenant, premier paragraphe, dans ce premier thème, tous les partisans du gouvernement, voilà une expression, sous toutes ses formes, qu'ils soient libéraux, conservateurs, modérés, indépendants, communistes, fascistes, constitutionnalistes ou autres, estiment que les représentants de l'autorité devraient, à grande échelle, commettre des actes qui, s'ils étaient accomplis par n'importe qui d'autre, seraient largement reconnus comme injustes et immoraux. Tous les étatistes croient que les personnes qui composent le gouvernement sont exemptées de la moralité humaine de base et que non seulement elles peuvent faire des choses que les autres n'ont pas le droit de faire, mais qu'elles devraient et doivent les faire pour le bien supposé de la société. Le type et le degré d'agression varient, mais tous les étatistes prônent l'agression. Alors, dites-moi si le son fonctionne bien pour vous. Je n'ai pas encore de retour, mais ça y est, je vois que ça arrive, donc ça devrait fonctionner. Dites-moi si tout va bien pour vous. Alors, quelques mots qu'on peut noter de ce premier paragraphe. On a parlé des partisans du gouvernement. Donc, je fais un peu le travail comme vous pourriez le faire, si on peut appeler ça un travail. Alors, on a parlé des différentes formes de partisans du gouvernement et puis on a parlé évidemment d'agression dans ce premier paragraphe. On a parlé une énième fois d'autorité. Alors, voilà des mots que vous pourriez noter et puis on a parlé également de gestes injustes, d'actes injustes et immoraux. Voilà. Donc, je m'en tiens là pour cette restitution. Le tout, c'est que vous muscliez votre attention, vous voyez, en vous entraînant comme ça à poster. Puis vous allez voir, ça fait un effet miroir. Donc, on va tous ensemble retenir bien plus de choses que si on ne s'adonne pas à cette participation active. Alors, deuxième paragraphe pour ce thème grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. Dans la mythologie étatiste, la gauche et la droite politique sont opposées. En réalité, il s'agit des deux faces d'une même pièce. La différence réside uniquement dans ce que les différents électeurs espèrent que les personnes au pouvoir feront de ce pouvoir. Mais dans la pratique, les politiciens de gauche et de droite s'engagent tous dans la redistribution des richesses, la guerre, le contrôle centralisé du commerce et de nombreuses restrictions coercitives sur le comportement de leurs sujets. Au fur et à mesure que les États de droite et de gauche s'approchent du pouvoir, ils deviennent totalement impossibles à distinguer les uns des autres. Le régime prétendument d'extrême droite d'Hitler et le régime prétendument d'extrême gauche de Staline étaient pratiquement identiques. Quel que soit l'objectif initial déclaré de l'un ou l'autre, le résultat final était un pouvoir et un contrôle complet pour les politiciens, ainsi qu'une impuissance et un asservissement complet pour tous les autres. Le fait de pouvoir choisir entre la gauche et la droite politique donne au peuple exactement autant de pouvoir et de liberté que de lui permettre de choisir entre la mort par pendaison et la mort par peloton d'exécution. Tant que le peuple se chamaille uniquement pour savoir quel gang doit asservir tout le monde, ce qu'on appelle aussi la démocratie, le peuple restera asservi. Voilà, je fais une petite pause. Alors, est-ce que le son vous parvient, les amis? N'hésitez pas à vous manifester de façon à ce que je sois sûr que techniquement, tout aille bien. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas de retour sur mon portable, donc je suis un petit peu dans l'expectative quant à savoir si la retransmission fonctionne. Donc on vient de bonsoir Ondine, il me semble
qu'Hitler était socialiste et non de droite. Alors, à vérifier, en tout cas, là, je ne fais que retranscrire évidemment le contenu du livre, donc j'espère que l'auteur n'a pas fait d'erreur, mais ceci étant, ça ne change pas fondamentalement tout ce qu'on est en train de voir ensemble. Laure semble nous confirmer. OK. Alors donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à réagir comme vous venez de le faire, voire à corriger des erreurs s'il y en a dans l'ouvrage. Troisième paragraphe, pour ce thème grand ou petit, de gauche ou de droite, l'état est mauvais, le son est OK, merci Laure, ça me voici un peu plus en sécurité. Toujours ennuyeux de ne pas savoir si ça marche pour ceux qui nous écoutent. Ironiquement, les étatistes de tous bords, vous voyez cette expression étatiste qui revient à plusieurs reprises dans cette émission du jour, ironiquement, les étatistes de tous bords se plaignent de l'influence des lobbyistes et des intérêts particuliers sur les hommes politiques, ignorant le fait que chaque électeur ait un intérêt particulier et que chaque contributeur à une campagne électorale est un lobbyiste. Une fois que les gens acceptent l'idée que le gouvernement a le droit de micro-gérer la société par la force, la concurrence perpétuelle entre les groupes, chacun jetant de l'argent et des faveurs aux politiciens pour obtenir ce qu'il veut, est inévitable. Il est stupide de prôner un contrôle autoritaire, gouvernement, pour ensuite se plaindre de l'effet inévitable du contrôle autoritaire. Les gens qui essayent d'acheter de l'influence, les hommes politiques ne peuvent être achetés que parce qu'ils ont le pouvoir de vendre. Et ils n'ont le pouvoir de vendre que parce que les gens croient au gouvernement. Le pouvoir de l'État sera toujours utilisé pour servir l'agenda d'une personne au détriment d'une autre. Comment pourrait-on utiliser la coercition autrement? Ce qui rend l'idée de corruption du gouvernement redondante. Chaque étatiste veut que le gouvernement impose par la force, sa volonté aux autres, mais qualifie de corruption le fait que l'agenda de quelqu'un d'autre l'emporte. L'hypocrisie est stupéfiante. Alors dites-moi si ça vous parle tout ça. Alors les quelques mots de ce paragraphe que je viens de terminer, eh bien évidemment les mots de la fin sont toujours plus faciles. Donc l'hypocrisie, c'était les derniers mots de ce paragraphe, et stupéfiante. Évidemment, on a prononcé un grand nombre de fois le mot gouvernement, le mot étatiste, le mot lobbying. Donc voilà ce que vous pouvez faire, comme je suis en train de le faire, simplement pour quelque part vous montrer ce qui est attendu dans cette étape numéro 2 de la lecture à haute voix. Cette lecture à haute voix que je vous ai mis, vous voyez, en début d'émission, là, dans cette deuxième étape, eh bien, notez les idées, les mots, les expressions employées. Merci d'avance pour votre participation. Et merci aussi de confirmer, Ondine, que ça te parle. Super. On se sent un peu moins seul, évidemment, en lisant ce livre. Moi, c'est certainement un des livres les plus engagés. Je trouve même pas un mot plus adéquat que j'ai jamais lu à ce jour. De même, les experts conservateurs, à la radio et ailleurs, reprochent aux libéraux de prôner la redistribution forcée des richesses alors qu'ils font exactement la même chose à des fins légèrement différentes. Critiquer l'aide sociale tout en soutenant les subventions aux entreprises, ou critiquer les tentatives de légiférer sur l'équité tout en soutenant la guerre contre la drogue, ou critiquer les projets libéraux de nationalisation de l'industrie tout en soutenant une gigantesque armée gouvernementale financée par la force, ce qui revient à rationaliser l'industrie de la protection, témoigne d'une absence totale de principes philosophiques. Dans le même temps, il est tout aussi hypocrite de la part des libéraux de condamner à juste titre le bellicisme de la droite tout en soutenant un gigantesque racket d'extorsion intrusif et vicieux, la fiscalité, ou de se plaindre de l'intolérance de la droite tout en prônant toutes sortes de contrôles comportementaux autoritaires. En vérité, il n'y a pas de différence réelle entre les principes philosophiques d'un étatiste et ceux d'un autre, car ils acceptent tous la prémisse qu'une classe dirigeante ayant le droit de contrôler et de voler la population est nécessaire et légitime. Dans cette phrase, il y a quasiment tout le résumé du livre, de cette fameuse superstition. La seule discussion après cela n'est pas une discussion de principe, mais simplement un débat sur la façon dont le butin doit être distribué et quels choix doivent être imposés aux paysans. Il n'existe pas de libéraux ou de conservateurs tolérants, car aucun d'entre eux ne tolère que les gens dépensent leur propre argent et contrôlent leur propre vie.
Voilà, donc si tu es un petit peu perdu, Laure, bien évidemment que ça va s'arranger rapidement parce qu'en fait, c'est le déploiement de tout un tas d'arguments, mais qui, finalement peuvent être pris, quasiment, à n'importe quel chapitre du livre. Donc, voilà, en fait, oui, c'est tout à fait ça, nous dit Ondine, hein. En fait, l'auteur, dont je rappelle le nom, hein, vous voyez actuellement le livre sous les yeux si je masque le commentaire, qui s'appelle L'Arkenrose, hein. Donc, l'objet du livre, vous voyez, c'est la plus dangereuse des superstitions. Et ouais, chacun a compris, pour ceux qui ont pris déjà l'émission un peu plus tôt, que la plus dangereuse des superstitions, c'est la croyance en le gouvernement, en la nécessité d'un gouvernement. Donc voilà. Alors merci en tout cas pour votre participation sur le chat. Vous savez à quel point c'est très apprécié. Je vous remets le sommaire sous les yeux pour vous montrer qu'on est toujours dans ce thème du jour, l'émission numéro 12, grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. Il est vrai que le degré de mal et les types d'agressions immorales préconisés varient en fonction des différents styles d'étatisme. Vous voyez, il y a plein d'expressions à noter pour celles et ceux qui veulent participer en postant sur le chat degré de mal, type d'agression immorale préconisé, style d'étatisme. Tout ça, ce sont des mots, des expressions, des idées. Les constitutionnalistes, par exemple, préconisent des niveaux relativement faibles de vol et d'extorsion, fiscalité, et préconise que seules certaines activités et certains comportements limités soient contrôlés par la menace et la coercition, réglementation. Mais chaque pouvoir qu'une constitution prétend accorder à un corps législatif est un pouvoir que ne possèdent pas les simples mortels. Cette phrase dit des choses très importantes. Et chaque pouvoir qu'une constitution prétend accorder à un corps législatif est un pouvoir que ne possèdent pas les simples mortels. Qui prendrait la peine d'écrire dans une constitution une ligne prétendant déléguer à certaines personnes un droit déjà possédé par tous les autres? Toutes ces concessions de pouvoir et tout document prétendant créer un gouvernement ou habiliter un corps législatif à faire quoi que ce soit sont des tentatives de délivrer un permis de commettre le mal. Cependant, comme cela devrait être évident, aucune personne ou groupe de personnes, quels que soient les documents qu'ils créent ou les rituels qu'ils accomplissent, ne peut accorder à quelqu'un d'autre la permission morale de commettre le mal. Et le fait d'imposer de prétendues limites à cette permission ne la rend pas plus saine ou légitime. En bref, prôner le gouvernement, c'est toujours prôner le mal. D'où vous voyez le thème de ce paragraphe. On est bien dedans, grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. Donc pour Laure, le PDF, c'est le document en version française de la lecture que je vous produis à chaque émission et d'une manière cumulative, c'est-à-dire comme on est arrivé à la 12e émission, si vous le téléchargez avec le lien que je vous ai donné en haut du chat, hein, que vous pouvez retrouver, c'est le 2e message de ce soir. Eh bien, avec ce lien, vous pouvez télécharger les 133 premières pages sur 200 de la version anglaise du livre, mais traduite en français. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Donc, et comme le précisaient les règles de copyright telles que les conçoit l'auteur, du moment que je ne vous le remets pas à titre de profit, et ça je peux vous assurer que je ne tire absolument aucun profit de ce que nous faisons ensemble, eh bien l'auteur autorise évidemment, le contraire eût été étonnant, la diffusion la plus large possible de son livre. On est toujours dans grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. Voilà, tu as bien compris la chose. Si j'ai bien compris, le PDF est le livre, 133 pages sur 200. À chaque, en fait, nouvelle série d'émissions, une série, c'est mardi, mercredi, jeudi. Donc, cette semaine, on est reparti pour une nouvelle série. À chaque nouvelle série, je vous produis une mise à jour du PDF. Donc, ce soir, ça va à la page, jusqu'à la page 133. Et la prochaine fois, ça ira forcément environ 10, 15 ou 30 pages plus loin. Donc, environ jusqu'à la page 160. Voilà. Donc, ce qui fait que dans la dernière série, vous aurez l'intégralité du livre. Alors, il va falloir encore un peu patienter, vous voyez, parce qu'on a encore du pain sur la planche, puisqu'on cumulera au total une vingtaine d'émissions. Là, on est à la 12e. Alors, paragraphe suivant.
toujours dans Grand ou Petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais, les libéraux et les conservateurs insistent tous deux sur le fait que quelqu'un doit être responsable, parce que c'est la réalité dans laquelle ils ont été élevés. La seule chose que l'on exige d'eux est qu'ils restent obéissants à l'autorité. Prom that training, je ne sais pas pourquoi c'est resté en anglais, ils n'ont que peu ou pas d'idée de ce qu'il faut faire s'ils sont laissés à eux-mêmes, si personne ne leur dit quoi faire. Ils refusent donc de grandir et essayent d'imaginer une autorité surhumaine. Paradoxalement, alors qu'il n'existe aucune espèce terrestre supérieure aux êtres humains, ils cherchent à fabriquer cette entité surhumaine à partir de rien d'autre que des êtres humains et tentent ensuite de lui conférer des qualités, des droits et des vertus surhumains. Alors, dans ce paragraphe que je viens de lire, vous auriez pu noter, et n'hésitez pas à le faire de votre côté, des mots comme surhumain. On a parlé des libéraux et des conservateurs. Je vous rappelle que l'auteur est citoyen américain, donc forcément, il commande davantage les régimes politiques de son pays que les nôtres, mais c'est aisément transposable, comme chacun l'a bien compris. On a parlé du mot être responsable et également, ça c'est l'adjectif, avec son substantif, avec le mot responsabilité. Voilà. Et croire que des membres d'un gouvernement puissent être plus fiables, plus crédibles, plus justes que n'importe quelle autre personne relève d'une croyance dans laquelle il y aurait des gens parmi nous surhumains qui échapperaient au travers des humains du simple fait d'être nommés entre guillemets gouvernement. On a parlé évidemment d'obéissant à l'autorité, hein, ce problème de l'obéissance qui est un problème majeur parce que nous sommes obéissants, que nous acceptons de nous faire spolier jour après jour, de nous faire cogner dessus, de nous faire maltraiter, de nous faire de voir nos libertés disparaître, comme si nous étions, et nous le sommes, des esclaves vis-à-vis d'un maître, donc obéissant à l'autorité. Bon, bonsoir Boussad Chabani, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints, et merci d'être là pour ce 15 août. Voilà, j'ai téléchargé, merci de Kabylie, bah super, merci de nous faire voyager. Alors n'hésitez pas à nous dire dans quelle région vous vous trouvez les uns et les autres. Ici, avec moi, vous êtes en Bretagne, hein, Bretagne Nord plus spécifiquement. Alors, tout ce concept est délirant, mais il est partagé par la grande majorité des gens dans le monde qui refusent d'accepter le fait qu'il n'y a pas de raccourci pour déterminer le bien et le mal. Je répète, tout ce concept est délirant, mais il est partagé par la grande majorité des gens dans le monde qui refusent d'accepter le fait qu'il n'y a pas de raccourci pour déterminer le bien et le mal, qu'il n'y a pas de tour de magie qui fera automatiquement prévaloir la vérité et la justice, qu'il n'y a pas de système qui puisse garantir la sécurité ou l'équité, et que les êtres humains mortels de tous les jours, avec toutes leurs déficiences et tous leurs défauts, sont le meilleur et le seul espoir pour la civilisation. Alors dites-moi si ça vous parle, moi je trouve ça extrêmement éclairant par rapport à ce que nous vivons et tout particulièrement ces 3, 4, 5 dernières années, à une succession d'événements que je qualifierais délirants parce que ce gouvernement est délirant. Il n'y a pas de fait des dents. On avait déjà discuté sur cette expression fait des dents qu'il faudrait transposer en langue française. Voilà, c'est un anniversaire Valérie, bah écoute, bon anniversaire, merci de te manifester, un bel anniversaire avec cette lecture-là, hein, c'est vraiment des belles ouvertures qui se profilent. Alors justement, il n'y a pas de fée des dents, ni de Père Noël, ni d'entité magique appelée gouvernement qui puisse faire en sorte qu'une espèce immorale se comporte moralement ou qu'un groupe de personnes imparfaites fonctionne parfaitement. Et la croyance en une telle entité, au lieu d'être simplement inutile et inefficace, augmente considérablement, c'est ça l'incroyable dans l'histoire, la stupidité, les conflits, l'injustice, l'intolérance, la violence, l'oppression et le meurtre dans la société humaine. Néanmoins, la plupart des personnes endoctrinées dans le culte du gouvernement préféreraient s'accrocher à leurs superstitions familières, horriblement destructrices,
odieusement mauvaise et profondément anti-humaine, plutôt que de grandir et d'accepter le fait qu'il n'y a personne au-dessus d'eux, qu'il n'y a pas de maman ou de papa géant pour sauver le jour où ils sont au sommet, et que chacun d'entre eux est personnellement responsable de décider ce qu'il doit faire et de le faire ensuite. Malheureusement, ils préfèrent subir l'enfer de la guerre perpétuelle et de l'esclavage total plutôt que d'affronter l'incertitude et la responsabilité qui accompagnent la liberté. Est-ce que c'est pas vraiment très fort philosophiquement? Bah oui, merci, Laure, de nous rappeler le papa État et puis la maman État quelque part, hein. Donc voilà, demandant à l'État de jouer le rôle de papa et de maman. Évidemment, ça s'est terminé sur le mot, c'était le dernier mot du paragraphe que je viens de vous lire, sur le mot liberté, et beaucoup d'entre nous sont pas prêts à accepter justement l'incertitude et la responsabilité sans lesquelles il n'y a pas de liberté. Et ça rejoint la phrase de je ne sais plus qui, là, mais qui dit que ceux d'entre nous qui sont prêts à renoncer à un peu de liberté pour avoir plus de sécurité ne vont obtenir ni l'un ni l'autre. Tout à fait. Alors le livre que tu mentionnes, Boussad Chabani, hein, je vous rappelle que cette histoire maintenant qui a déjà quelques jours, voire quelques semaines, est partie de l'écoute des 5 conférences de Marc Passio sur le thème la loi naturelle. Et il se trouve que dans la conférence numéro 3, Marc Passio nous parle du bouquin que mentionne Boussad Chabani, et merci à toi, qui s'appelle La fin du mal. En fait, il dit que, selon lui, il n'y a que 2 livres à lire au monde si on veut comprendre ces lois naturelles dont il nous parle avec brio, je trouve, dans 5 conférences, vous voyez, qui pèsent leur lot d'apprentissage, puisque la première dure 2 heures, la deuxième 1h48, elles durent tous plus d'1h30, quoi. Ça veut dire que avec 5 conférences, vous avez quasiment 8 heures d'écoute sur la loi naturelle. Et je dois vous dire que en ayant la connaissance de ce livre, vous allez bien comprendre davantage ce dont il s'agit, même si c'est déjà très clair, puisque on voit où Marc Passio a pris ses bases. Il les a pris dans 2 livres, La fin du mal, qu'on ne vous lira pas parce que vous pouvez le trouver pour 5 € en téléchargement. En revanche, dans nos recherches, nous n'avons pas trouvé la version française de ce livre-là, The Most Dangerous Superstition, et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé avec vous dans cette aventure, d'une part de le retranscrire et de le lire ensemble. Donc voilà. Alors je vous rappelle que il y a récemment un changement de ton de la FDA, si je puis dire, maintenant que le mal est fait, parce qu'on ne peut pas dire autrement, reconnaissant que l'ivermectine est un traitement efficace pour ce qui nous a préoccupés pendant près de 3 ans. Alors, c'est quand même un peu fort de café, je pense, et là, on mesure bien en quoi un gouvernement peut éventuellement provoquer sans état d'âme la mort de millions ou de milliers, je ne vais peut-être pas exagérer outre mesure, mais de milliers de citoyens, c'est déjà beaucoup, simplement pour défendre des intérêts qui ne sont pas les nôtres, c'est peu de le dire. Alors, je vous rappelle l'importance de bien comprendre également comment agissent les croyances, et donc là, je vous remets sous les yeux quelques instants avant de poursuivre cet excellent schéma produit par Anthony Robbins dans son livre Pouvoir illimité. Et comme vous le voyez, on remarque 4 pavés, 4 carrés sur ce schéma, et qui ont des implications les uns sur les autres. Autrement dit, vous voyez que la croyance, elle détermine vos capacités, ce qu'il appelle sur ce schéma votre potentiel. Et ce dont vous vous croyez capable détermine vos actions, c'est-à-dire vos comportements. Et vos actions déterminent, effectivement, engendrent, si vous préférez, des résultats qui vont ne faire que de renforcer vos croyances, ce qui fait que quoi qu'on pense, on aura toujours raison, puisque il faudrait imaginer que cette croyance, ce pavé-là, en fait, il est en réalité au sommet d'une pyramide. C'est de là que tout part. C'est pour ça que ce terme croyance est très fréquemment
utilisé dans cet ouvrage parce qu'en fait, on pourrait dire que tout notre malheur de ce que nous vivons, en étant des esclaves de nos gouvernements, qui sont des véritables maîtres à notre égard, eh bien, provient des croyances que nous avons et en particulier celle selon laquelle il est nécessaire d'obéir quoi qu'on nous demande de faire, même si ça contrevient à nos sens d'équité, de justice, à notre santé et à bien d'autres choses encore, même si on nous propose un racket généralisé en échange d'une soi-disant protection. Donc voilà un petit peu le sujet, là, le cœur du sujet, c'est la croyance. Alors je vous remets à nouveau le sommaire, ceci étant éclairci. On est toujours dans grand ou petit, de gauche ou de droite, l'état est mauvais. La croyance en l'autorité annule et remplace presque tous les effets positifs des croyances religieuses et morales. C'est ça qui est incroyable. Ce que la plupart des gens appellent leur religion n'est que de la poudre aux yeux. Et ce que la plupart des gens vantent comme étant leur vertu morale n'a aucune importance tant qu'ils croient au mythe de l'autorité. Les chrétiens, par exemple, apprennent des choses telles que si quelqu'un te frappe, tends l'autre joue, aime ton prochain et même aime ton ennemi et fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Pourtant, tous les soi-disant chrétiens qui croient au gouvernement abandonnent constamment ces principes, prônant une agression constante contre tout le monde, amis et ennemis, voisins et étrangers, par le biais du culte du gouvernement. Se montrer pieux, religieux, compatissant, aimant et vertueux, tout en votant pour un gang qui promet d'utiliser la violence pour contrôler les actions de tous ceux que vous connaissez, est le comble de l'hypocrisie. S'abstenir de voler personnellement son voisin, tout en poussant quelqu'un d'autre à le faire, est à la fois lâche et hypocrite. Pourtant, presque tous les chrétiens et tous les membres de toutes les autres religions font régulièrement ce genre de choses dans le cadre d'un plaidoyer politique. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de noter de ce paragraphe? Alors, moi, je vais noter pour ma part le mythe de l'autorité qui a été rappelé dans ce paragraphe. On pourrait noter ces préceptes chrétiens, aime ton prochain et même aime ton ennemi. Et puis, le mot qu'il ne faut évidemment pas louper, c'est celui d'hypocrisie. Et puis, les 2 derniers mots du paragraphe, plaidoyer politique. Alors, si vous avez d'autres mots qui vous reviennent, n'hésitez pas à venir me compléter. Je vous rappelle que je ne fais pas ça à votre place, je fais ça pour vous montrer en quelque sorte l'exemple de ce que je vous propose de vivre en tant que lecture active et interactive, m'appuyant en cela sur un protocole de la méthode Vitose que je vous montre régulièrement, émission après émission, et que vous avez sous les yeux et que vous pouvez retrouver également dans la description de la vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. Alors, beaucoup à dire sur ce thème grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. Comme nous l'avons déjà mentionné, la foi dans le gouvernement est une croyance purement religieuse. Ainsi, la grande majorité de ceux qui portent l'étiquette athée ne sont pas réellement athées, car ils croient en ce Dieu appelé gouvernement. Ils ne le reconnaissent pas comme une croyance religieuse, bien sûr, mais leur croyance en ce sauveur éthéré et surhumain de l'humanité, l'autorité, est aussi profonde et fondée sur la foi que n'importe quelle autre croyance religieuse. Ironiquement, les athées sont souvent prompts à souligner les destructions commises au cours de l'histoire au nom de la religion, mais ne remarquent pas les résultats effroyables du Dieu devant lequel ils s'inclinent, le gouvernement. Les athées ont tout à fait raison de souligner que lorsque les églises étaient l'autorité acceptée, les organisations considérées comme ayant le droit de contrôler les autres par la force, nombre d'entre elles ont commis des actes de terrorisme, de torture et de meurtre odieux à grande échelle. Mais ce que la plupart des athées modernes ne réalisent pas, malgré les preuves évidentes qui leur sautent aux yeux, c'est qu'ils sont membres de l'Église avec un grand E la plus destructrice de l'histoire, l'Église avec un grand E du gouvernement, qui a réussi à semer le chaos, la mort et la destruction à un niveau bien supérieur à celui des églises les plus vicieuses du passé. Par exemple, en l'espace de 200 ans,
Environ 1 ou 2 millions de personnes ont été tuées dans les guerres de religion connues sous le nom de croisades. En comparaison, en 2 fois moins de temps, au XXe siècle, plus de 100 fois plus de personnes ont été tuées par les politiques progressistes des gouvernements collectivistes. Les progrès technologiques ont sans doute joué un rôle important dans l'augmentation du nombre de morts, mais le fait est que le masque de l'autorité soit porté par une église ou un État, la superstition est terriblement dangereuse et les résultats terriblement destructeurs. Le fait que tant d'athées condamnent avec empressement une forme de superstition, tout en la défendant avec véhémence sous une autre forme, montre un degré étonnant de cécité sélective. Souvent, ceux qui critiquent le plus l'oppression par la religion sont parmi les vrais croyants les plus fervents du Dieu appelé gouvernement. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Alors, notons quelques mots de ce paragraphe. Foi dans le gouvernement. Croyance purement religieuse. Église du gouvernement avec un grand E. Des millions de personnes ont été tuées. On a parlé longuement des athées modernes. Qui sont en fait, au final, selon l'auteur, aussi croyants que les autres. On a parlé de leur cécité sélective. Et donc, on a parlé du Dieu appelé gouvernement. Dieu appelé voilà, n'hésitez pas à participer à ce travail de restitution, qui est en fait un travail, comme je vous le répète, émission après émission, qui nous aide à muscler notre concentration. La culture de la mort, merci Boussad Chabani pour ta participation. N'hésitez pas à continuer hein, pendant que, soit au fur et à mesure que vous entendez les mots, les poster directement, même si en théorie c'est plutôt après, mais là pour ne pas sans arrêt couper l'émission, j'encourage à le faire de manière plus fluide au fur et à mesure. Donc, paragraphe suivant, toujours sur ce thème grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. Encore une fois, aux yeux de ceux qui croient au gouvernement, il y a un monde de différence entre un comportement individuel acceptable et un comportement gouvernemental acceptable. Lorsqu'un individu vole 100 $, il s'agit d'un crime immoral. Lorsque les membres du gouvernement volent des milliers de milliards de dollars chaque année, cela est considéré comme acceptable. Si l'individu moyen imprime son propre billet de 100 $ et le dépense, cela est considéré comme une fraude et une contrefaçon, un acte immoral qui s'apparente au vol. Lorsque le gouvernement autorise légalement la Réserve fédérale de faire la même chose, mais avec des billions de dollars fiduciaires, hors de l'air, cela est considéré comme acceptable, voire utile et nécessaire. Alors que divers gouvernements ont déclaré que l'homme moyen n'était pas autorisé à posséder des armes à feu, les mercenaires du gouvernement sont autorisés à avoir des bombes, des avions de chasse, des tanks, des missiles et même des ogives nucléaires. Alors, il est temps de restituer quelques mots. Ogives nucléaires. On a entendu parler des mercenaires du gouvernement, ceux qui exécutent les ordres. On a parlé évidemment de dollars fiduciaires. On a parlé de fraude et contrefaçon, si un citoyen s'avisait de produire lui-même sa monnaie. On a parlé d'actes immoraux. Voilà, et de bien d'autres choses encore que vous pouvez vous-même poster. Ironiquement, ces armes, à l'exception des armes nucléaires, sont régulièrement mises entre les mains des mêmes personnes qui, avant de devenir des mercenaires pour l'État, n'avaient pas le droit de posséder des armes à feu.
En d'autres termes, lorsque ces personnes font preuve de discernement, certains hommes politiques déclarent qu'elles ne sont pas dignes de confiance et qu'elles représentent un trop grand danger pour la société pour qu'on leur confie un revolver à 5 coups. Mais lorsque ces mêmes personnes suivent aveuglement les ordres, obéissant à la chaîne de commandement, une expression à noter les amis, ces mêmes hommes politiques déclarent qu'on peut leur confier des fusils d'assaut, autre expression à noter, des fusils de sniper, des grenades, des mitrailleuses montées, des chars, des avions de chasse, des bombardiers, de l'artillerie lourde et d'innombrables autres outils de destruction à grande échelle. Alors n'hésitez pas, merci pour l'expression escroquerie, en bande organisée, tout ça est absolument très juste. Le paragraphe a démarré par ironiquement, celui que je viens de terminer. On a parlé des armes nucléaires, en fait, qui font exception quelque part. On a parlé d'artillerie lourde, de revolver à 5 coups. On a parlé d'hommes politiques. Et de bien d'autres choses encore. Alors n'hésitez pas à me compléter ou à poster directement pendant la lecture. Outre le gouffre énorme qui sépare ce que les masses perçoivent comme un comportement individuel acceptable et un comportement gouvernemental acceptable, le sentiment public de savoir quand le gouvernement est allé trop loin semble presque aléatoire. Les normes selon lesquelles les individus moyens sont jugés sont simples et constantes. S'ils volent, fraudent, agressent ou tuent, c'est mauvais. Mais la mesure du bien et du mal pour le gouvernement semble largement arbitraire. Un mot à noter, les amis. Par exemple, il est aujourd'hui largement admis que proscrire l'alcool serait injustifié, mais que proscrire la marijuana et recourir à une violence constante et largement répandue pour faire respecter cette interdiction est légitime. Contradiction encore plus étrange, la plupart des gens s'offusqueraient à juste titre si le gouvernement tentait de contraindre chacun à ramasser les ordures dans son propre quartier, mais la plupart acceptent comme légitime le fait que le gouvernement, par le biais de l'appel sous les drapeaux, contraigne les gens à se rendre dans un autre pays pour y tuer des gens ou y mourir. Bizarrement, cet exemple le plus odieux de travail forcé, forcer des gens à partir à l'autre bout du monde pour assassiner de parfaits inconnus, a même été commis par un gouvernement dont les propres règles, c'est-à-dire le 13e amendement, interdisent la servitude involontaire. La servitude involontaire. Fin pour ce paragraphe. Merci pour tes commentaires, Yolande Gilles. Et n'hésitez pas à poster. Donc la servitude involontaire, c'était les derniers mots du paragraphe. On a parlé de proscrire la marijuana. On a parlé quand le gouvernement va trop loin, donc l'expression trop loin. On a parlé du biais de l'appel, par le biais de l'appel sous les drapeaux. D'envoyer des gens à l'autre bout du monde, tuer de parfaits inconnus. Voilà pour quelques expressions et je vous incite à compléter. Il est clair que les limites de ce que le gouvernement est autorisé à faire, à chaque fois qu'il y a le mot gouvernement, il est placé entre guillemets, il est clair que les limites de ce que le gouvernement est autorisé à faire, en ce qui concerne le grand public, ne sont fondées sur aucun principe. L'une des raisons pour lesquelles les peuples dans le monde entier et tout au long de l'histoire ont été si lents à résister à la tyrannie, un mot à bien noter, et que tant que le développement de la tyrannie est lent et régulier, et oui, la politique des petits pas, les tyrans ne sont jamais considérés comme ayant franchi la ligne. Encore un mot à noter, le mot de tyran. En effet, en l'absence des principes sous-jacents permettant d'évaluer le bien et le mal, il ne peut y avoir de limite à franchir. La croyance en l'autorité, gravez bien ces mots, est totalement incompatible avec tout principe moral. Il faut se graver cette phrase. La croyance en l'autorité est totalement incompatible avec tout principe moral, précisément parce que l'essence de cette croyance
et l'idée que ceux qui détiennent l'autorité ne sont pas liés par les mêmes règles de conduite que leurs sujets. C'est vraiment une phrase qu'il faut que vous graviez. La croyance en l'autorité est totalement incompatible avec tout principe moral, précisément parce que l'essence de cette croyance est l'idée que ceux qui détiennent l'autorité ne sont pas liés par les mêmes règles de conduite que leurs sujets. Logiquement, comment les sujets pourraient-ils se sentir justifiés de dicter des normes de comportement à leur maître? Et si la taxation, confiscation forcée de la richesse, passe de 62% à 63%, comment un étatiste, c'est-à-dire un partisan du gouvernement, pourrait-il par principe déclarer qu'une limite a été franchie ou que le gouvernement a outrepassé ses pouvoirs? Il ne peut y avoir d'objection de principe au vol que s'il s'agit d'une objection contre tout niveau de vol, même s'il est légal. Si la confiscation forcée des richesses par le gouvernement est légitime en principe pour 1%, elle l'est aussi pour 99%. Soit les dirigeants possèdent le peuple et ont le droit de prendre autant qu'ils le souhaitent, soit le peuple se possède lui-même et les dirigeants n'ont pas le droit de lui prendre quoi que ce soit par la force. Il ne peut y avoir aucun principe entre les deux. Comment pourrait-il en être ainsi? Sur quelle base rationnelle pourrait-on croire que l'esclavage à 46% est une bonne chose, mais que l'esclavage à 47% est une mauvaise chose? Comment pourrait-il y avoir une ligne de démarcation fondée sur des principes entre 0 et 100%? Alors dites-moi comment ça vous parle. Moi, je trouve en tout cas ces arguments extrêmement clairs. Je me demande bien comment on peut trouver des contre-arguments, mais nul doute que certains en trouveront. Alors, la question sera de savoir s'ils sont vraiment de bonne foi, parce qu'effectivement, si on fait appel à notre propre compréhension, ça me paraît difficilement, si vous voulez, contre-argumenter. Alors, notez les mots, les expressions employées, hein. On a parlé de pourcentage, de spoliation des uns et des autres. Donc, que ça soit 1%, 100%, dans tous les cas, il y a quelque chose d'immoral là-dedans. On a parlé donc de démarcation, hein. Et puis, on a parlé de bonnes choses, faisant écho au titre du thème qu'on est en train de traiter, un grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. On a parlé encore dans ce paragraphe, ça revient constamment, mais faut bien le raccorder au titre du livre, la croyance en l'autorité, autorité étant placée entre guillemets. Et puis je vous laisse compléter, on a parlé aussi de taxation, hein, ça sera le dernier mot que je posterai pour ce paragraphe de mon côté, mais n'hésitez pas à compléter. Lorsque la violence du gouvernement devient trop répandue, trop arbitraire et trop vicieuse, les étatistes, mot qui revient très souvent, c'est-à-dire pour désigner les partisans du gouvernement, ceux qui croient dans le gouvernement, commencent très lentement à la remettre en question. Lorsque la violence du gouvernement devient trop répandue, trop arbitraire ou trop vicieuse, les étatistes commencent très lentement à la remettre en question. Si on regarde tout ce qui a été imposé ces 3 dernières années, pour des raisons que je qualifierais de pseudo-sanitaires, on voit que c'est bien lent le mouvement pour corriger toutes ces extravagances, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Une fois qu'il est admis qu'un groupe de personnes a le droit inhérent de commettre des actes d'agression contre d'autres, il n'y a pas de norme objective pour limiter ce droit. Si le gouvernement peut exiger que les gens aient un permis pour se rendre en voiture au magasin du coin, pourquoi ne pourrait-il pas exiger que les gens aient un permis pour marcher dans la rue? S'il est légitime pour les législateurs d'exiger que les armes à feu privées soient enregistrées et réglementées, pourquoi n'est-il pas également légitime pour eux d'exiger que toutes les formes de discours et d'expression soient enregistrées et réglementées? S'il est acceptable pour les politiciens de créer un monopole gouvernemental imposé sur la distribution des lettres, comme l'a fait le service postal américain, pourquoi n'est-il pas acceptable pour eux de créer un monopole gouvernemental imposé sur les services téléphoniques? Alors, notez quelques mots de ce paragraphe, ça nous fait une petite respiration. Et puis, donc là, l'expression qui est revenue souvent, hein, monopole gouvernemental.
On a parlé de ce monopole s'appliquant à la poste version américaine, le service postal américain. Et puis on a parlé des permis qui régissent la détention d'armes à feu, mais pourquoi ces permis, s'ils sont pour les armes à feu, ne pas les appliquer pour avoir le droit de marcher dans la rue? Donc permis de détention d'armes à feu. On a parlé d'actes d'agression. Et je vous laisse compléter les autres expressions. La raison pour laquelle le gouvernement est toujours une pente glissante, s'éloignant constamment de la liberté et se dirigeant vers le totalitarisme, est qu'une fois que quelqu'un accepte la prémisse d'une classe dirigeante, il n'y a aucune base objective pour appliquer une quelconque limite au pouvoir de cette classe dirigeante. Il ne peut y avoir de normes morales rationnelles pour dire qu'une certaine personne a le droit de commettre des actes d'agression, vol, intimidation, agression et coercition, mais qu'elle ne peut commettre de tels actes que dans une certaine mesure ou seulement si c'est nécessaire. Le fait que les esclaves concèdent qu'ils sont la propriété légitime de quelqu'un d'autre pour ensuite prétendre qu'il y a des limites à ce que leurs propriétaires peuvent leur faire est une contradiction logique. Pour un sujet, accepter n'importe quel maître, y compris un gouvernement, et imaginer ensuite que c'est lui, le sujet, qui décidera de l'étendue des pouvoirs du maître, défie la logique et la réalité. C'est pourtant ce que cherchent à faire tous ceux qui croient au gouvernement représentatif. Alors, gouvernement représentatif. Alors, je note cette expression, notez d'autres expressions que vous avez pu entendre. Gouvernement représentatif. On a parlé d'une pente glissante en début de ce paragraphe. On a parlé de classe dirigeante. On a parlé de droit de commettre des actes d'agression. Et voilà pour ma contribution à la restitution sur ce paragraphe. En bref, ceux qui croient en l'autorité ont accepté au niveau le plus fondamental d'être la propriété de quelqu'un d'autre. J'aurais dû quand même noter les expressions maître-esclave dans le paragraphe précédent. En bref, ceux qui croient en l'autorité donc ont accepté au niveau le plus fondamental d'être la propriété de quelqu'un d'autre. Les personnes qui prétendent être l'autorité. Ce faisant, les gens renforcent continuellement l'idée qu'en fin de compte, c'est aux maîtres de décider ce qu'ils feront de leur sujet. Le message constant qui résonne tout au long du processus politique est le suivant. Voici les choses que nous, le peuple, demandons que vous, les gouvernants, nous autorisiez à faire. Le message implicite qui sous-entend toute action politique est que le seul pouvoir dont dispose le peuple est celui de se plaindre et de supplier, très bien résumé par Étienne Chouard au demeurant, et qu'en fin de compte, c'est toujours au maître de décider ce qui va se passer. Fin de paragraphe. C'est toujours au maître de décider ce qui va se passer. Le mot autorité a également été nommé une fois de plus, même à plusieurs reprises. On a parlé des sujets en relation évidemment avec le processus politique. En revanche, si un conducteur armé était accosté par un carjacker armé d'un couteau, il ne ressentirait pas le besoin de faire pression sur l'agresseur, de le supplier, de l'autoriser à garder sa voiture. Si le conducteur avait les moyens de repousser l'agresseur par la force, il aurait tout à fait le droit de le faire. Demander quelque chose, c'est accepter que la décision revienne à l'autre. Phrase aggravée, hein. Demander quelque chose, c'est accepter que la décision revienne à l'autre. Demander aux gouvernants un peu plus de liberté, c'est admettre que c'est à eux de décider si le peuple peut être libre ou non. En d'autres termes, demander la liberté, c'est ne pas être libre, mais accepter d'être soumis à quelqu'un d'autre. Il est paradoxal qu'une personne prétende avoir un droit inaliénable à faire quelque chose et qu'elle demande ensuite aux hommes politiques la permission de faire cette chose. Un mot à noter,
permission de faire cette chose. La croyance en l'autorité conduit en fin de compte même ceux qui s'imaginent être d'ardents défenseurs de la liberté à tolérer leur propre assujettissement. Peu importe la force avec laquelle ils exigent que les politiciens changent une loi, ceux qui prétendent aimer la liberté tout en souffrant de la superstition de l'autorité ne font que renforcer la légitimité du contrôle de la classe dirigeante sur eux en acceptant implicitement que le peuple ait besoin de la permission législative de la classe dirigeante pour avoir le droit de faire quoi que ce soit. Fin de ce thème, grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. Et comme le fait très bien remarquer Ondine, la liberté ne se demande pas, elle se prend. On le répétera jamais assez. Voilà. Alors faites attention aux mots que vous employez sur le chat. Jusqu'à présent, ça fonctionne, mais vous savez à quel point YouTube est chatouilleux sur certains mots. Alors, l'effet du mythe sur les défenseurs de la liberté. Vous voyez, ça va être notre deuxième thème du jour et on finira par un troisième thème qui est celui des règles du jeu. Donc, l'effet du mythe sur les défenseurs de la liberté. Le gouvernement lui-même ne fait pas de mal car il s'agit d'une entité fictive. Mais la croyance dans le gouvernement, l'idée que certaines personnes ont le droit moral de régner sur d'autres, a causé une douleur et une souffrance incommensurables, l'injustice et l'oppression, l'esclavage et la mort. Le problème fondamental ne réside pas dans un ensemble de bâtiments, ni dans un groupe de politiciens, ni dans une bande de soldats ou d'agents de la force publique, ni dans une organisation que l'on peut voter, renverser ou réformer. Le problème fondamental, notez bien ça, est la croyance elle-même. L'illusion, la superstition et le mythe de l'autorité qui réside dans l'esprit de plusieurs milliards d'êtres humains, y compris ceux qui ont le plus souffert à cause de cette croyance. Ironiquement, la croyance en l'autorité affecte considérablement la perception et les actions mêmes de ceux qui luttent activement contre un régime particulier. Cette superstition modifie et limite radicalement les moyens par lesquels les dissidents luttent contre l'oppression et rend presque tous leurs efforts impuissants. En outre, les rares fois où un tyran est renversé, une forme d'oppression est presque toujours remplacée par une autre, souvent pire que la précédente. Alors, quelques mots de ce paragraphe, tels que tyran, oppression. N'hésitez pas à noter de votre côté ce qui vous revient. On a parlé des dissidents. On a parlé d'une bande de soldats ou d'agents de la force publique. Et je vous laisse compléter si vous le jugez utile avec les mots que vous avez vous-même retenus. Au lieu de se battre contre une bête inexistante, les combattants de la liberté, vous voyez, deux expressions, bête inexistante, combattant de la liberté, doivent reconnaître qu'elle n'est pas réelle, qu'elle n'existe pas, qu'elle ne peut pas exister et agir en conséquence. Bien sûr, si quelques personnes seulement surmontent la superstition, elles seront probablement ridiculisées, condamnées, attaquées, emprisonnées ou assassinées par ceux qui croient encore fermement au mythe. Mais lorsque même une minorité significative de personnes dépassera la superstition et modifiera son comportement en conséquence, le monde changera radicalement. Lorsque les gens voudront la vraie liberté, lorsque les gens voudront vraiment la vraie liberté, ils l'obtiendront sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections ou à une révolution. Alors, mot de ce paragraphe que je trouve plein d'espoir. Élection, révolution, minorité significative, une bête inexistante et les combattants de la liberté.
Alors, vous l'avez compris, à travers cette façon de faire, notre objectif n'est pas de lire le maximum de lignes chaque soir, mais d'avoir le maximum d'arguments que nous pouvons retenir. Alors, le problème est que presque personne. Alors, est-ce que c'est bien le bon paragraphe? Oui, c'est ça. La dernière phrase du dernier paragraphe, c'était: «Lorsque les gens voudront vraiment la vraie liberté, hein, vraiment la vraie liberté, ils l'obtiendront sans qu'il soit nécessaire de procéder à des élections ou à une révolution». Le problème est que presque personne ne souhaite réellement que l'humanité soit libre. Alors dites-moi si vous voulez que l'humanité soit libre. C'est une petite, statistique au moins parmi nos auditeurs et auditrices, hein, qui sont actuellement, en nombre de 12. Donc le problème est que presque personne ne souhaite réellement que l'humanité soit libre et presque personne ne s'oppose à l'oppression par principe. En d'autres termes, les effets du mythe de l'autorité restent intacts même dans l'esprit de la plupart des personnes qui se considèrent comme des rebelles, des anticonformistes et des libres penseurs. Au cours de leur adolescence, de nombreuses personnes traversent une période d'apparente rébellion qui consiste principalement à faire tout ce que l'autorité leur dit de ne pas faire. Fumer, avoir des relations sexuelles libres, consommer de la drogue, porter des vêtements ou des coiffures différents, se faire tatouer ou percer le corps, etc. Au lieu d'obéir pour obéir, ils désobéissent pour désobéir, mais ne montrent toujours aucun signe de capacité à penser par eux-mêmes. Très important, ils ne montrent aucun signe de capacité à penser par eux-mêmes. Ils se comportent comme des enfants en colère et non comme des enfants complaisants, mais ne se comportent toujours pas comme des adultes. Et dans la plupart des cas, leur désir naturel de briser les chaînes de l'autorité ne dure pas longtemps. Ils dépassent leur tendance anti-autoritaire et se transforment progressivement en citoyens modèles, c'est-à-dire en sujets obéissants. Fin de paragraphe. Sujet obéissant. On a parlé évidemment encore et encore d'autorité, d'obéir pour obéir, avec la similarité que cela a avec désobéir pour désobéir. Par exemple, les hippies prétendus radicaux et anti-autoritaires des années 1960 sont plus ou moins devenus le nouveau gouvernement des États-Unis avec la présidence de Bill Clinton. Même les pacifistes, dont le mantra était vivre et laisser vivre, lorsqu'ils ont eu l'occasion de devenir la nouvelle autorité, ont choisi de s'immiscer par la force dans la vie des autres autant, voire plus que leurs prédécesseurs, y compris par le biais de la conquête militaire. Il y a une différence fondamentale entre se plaindre d'une classe dirigeante particulière et reconnaître et s'opposer par principe à la folie de l'autorité. En bref, dans toutes les diverses manifestations sociétales de la soi-disant rébellion et de la non-conformité, presque aucune n'a réellement échappé au mythe de l'autorité. Au lieu de cela, ils ont simplement tenté de créer une nouvelle autorité, une nouvelle classe dirigeante, un nouveau gouvernement, une nouvelle machine centralisée de coercition par laquelle ils pourraient soumettre et contrôler leurs voisins par la force. En bref, presque tous les soi-disant rebelles sont des imposteurs qui prétendent résister à l'homme, mais qui veulent en réalité être l'homme. Alors, partage de l'or. Merci à toi. On le lit ensemble. Oui, mais encore faut-il se lever tous ensemble pour que la liberté soit là. Être libre, c'est penser par soi-même. Désobéissance civile est un devoir. Voilà ce que je pense de ce paragraphe. Merci pour ton partage. C'est très précieux. Alors, un grand paragraphe nous attend, je me lance. Si l'on part du principe qu'il doit y avoir une autorité et qu'un gouvernement exerçant un contrôle sur une population est une situation légitime, pourquoi quelqu'un ne voudrait-il pas être celui qui dirige? Pourquoi quelqu'un ne voudrait-il pas être celui qui dirige? Par définition, chacun veut que le monde soit tel qu'il pense qu'il devrait être. Et quel meilleur moyen d'y parvenir que de devenir roi?
Si quelqu'un accepte l'idée que le pouvoir autoritaire est valable, pourquoi ne voudrait-il pas qu'il soit utilisé pour essayer de créer le monde tel qu'il le souhaite? C'est pourquoi les seules personnes qui défendent véritablement la liberté en principe sont les anarchistes et les volontaristes, des personnes qui comprennent que la domination forcée des autres n'est pas légitime, même lorsqu'elle est appelée loi et même lorsqu'elle est exercée au nom du peuple ou du bien commun. Il y a une grande différence entre aspirer à un nouveau maître, plus sage et plus noble, et aspirer à un monde d'égaux où il n'y a ni maître ni esclave. Une expression à noter, un monde d'égaux où il n'y a ni maître ni esclave. De même, il y a une grande différence entre un esclave qui croit au principe de liberté et un esclave dont le but ultime est de devenir le nouveau maître. Et ce, même si cet esclave a vraiment l'intention d'être un maître bon et généreux. Même ceux qui prônent un type de gouvernement relativement limité et bienveillant plaident contre la liberté. Tant que les gens croiront au mythe de l'autorité, chaque chute d'un tyran sera suivie de la création et de la croissance d'un nouveau tyran. L'histoire regorge d'exemples, tels que Fidel Castro et Guevara, qui se sont présentés comme des combattants de la liberté, juste assez longtemps pour devenir les nouveaux oppresseurs. Ils étaient sans aucun doute sincères dans leur opposition véhémente aux oppressions dont eux et leurs amis souffraient, mais ils n'étaient pas opposés à l'oppression autoritaire par principe, comme le montre clairement leur comportement une fois qu'ils ont eux-mêmes obtenu le pouvoir. Ce schéma s'est répété à maintes reprises au cours de l'histoire, le ressentiment à l'égard d'un régime tyrannique devenant le ferment du régime tyrannique suivant. Même la montée au pouvoir d'Hitler était due en grande partie à la colère suscitée par les injustices et les oppressions perçues comme infligées à l'Allemagne par le traité de Versailles. Bien entendu, tant que les rebelles souffriront de la superstition de l'autorité, leur première priorité, une fois qu'ils auront renversé un gouvernement, sera d'en établir un nouveau. Ainsi, même les actes de bravoure et d'héroïsme de ceux qui croient encore au gouvernement n'ont fait que remplacer un tyran par un autre. Beaucoup ont été capables de reconnaître et de s'opposer à des actes spécifiques de tyrannie commis par des régimes spécifiques, mais très peu ont reconnu que le problème sous-jacent n'est pas de savoir qui est assis sur le trône. Le problème est qu'il y a un trône sur lequel s'asseoir. Fin de paragraphe. Alors, réflexion de d'Ondine, ni maître ni esclave, un monde d'égaux, sans goût. Merci pour ta participation à la restitution, c'est très apprécié et très précieux. Alors évidemment, je n'ai pas le pouvoir de vous faire sentir en une ou deux fois à quel point vous allez muscler votre concentration, à quel point vous allez tirer un profit décuplé d'un livre, mais si toutefois vous estimez, comme je le pense, ce livre fondamental, évidemment, il est de notre devoir à toutes et à tous d'en retenir le maximum pour ensuite avoir du répondant face aux détracteurs. La même incapacité à reconnaître le véritable problème se produit également dans des réformes plus banales et relativement pacifiques. Aux États-Unis, par exemple, une grande partie de la population est parfaitement capable de voir les injustices résultant de la guerre contre la drogue, du bellicisme mondial et d'autres violations des droits civils commises par les tyrans républicains. Cependant, ne reconnaissant pas la croyance en l'autorité comme le vrai problème, la solution proposée par ceux qui reconnaissent cette injustice est de donner les rênes du gouvernement aux tyrans démocrates. Pendant ce temps, une autre grande partie de la population est parfaitement capable de voir les injustices résultant de la lourdeur de la fiscalité, de la microgestion de l'industrie par le gouvernement, des systèmes de redistribution des richesses, du désarmement des citoyens, contrôle des armes à feu, etc. Mais ne reconnaissant pas la croyance en l'autorité comme le véritable problème, la solution proposée par ceux qui reconnaissent ces injustices est de redonner les rênes du gouvernement aux tyrans républicains. Ainsi, décennie après décennie, la machine de l'oppression change de main, tandis que la liberté individuelle, dans tous les aspects de la vie, continue de s'amenuiser. Et pourtant, tout ce que la plupart des Américains peuvent même envisager comme solution, c'est une nouvelle élection, un nouveau parti politique ou un nouvel effort de lobbying, dans l'espoir de supplier la classe dirigeante d'être plus sage ou plus bienveillante. Alors, classe dirigeante, parmi les expressions notées, puis je reviens bien évidemment à vos commentaires. Classe dirigeante, défenseurs généraux de l'oppression.
Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça me perturbe un peu sur mon chat. Il y a des choses qui sont apparues. Alors, on va tâcher de retrouver nos esprits. Voilà. Parfois, ça m'arrive de cliquer à côté et un peu de mal à savoir ce qui s'est passé. Alors, merci pour vos partages. En tout cas, pendant ce temps-là, vous en avez profité et vous avez bien eu raison pour partager des choses importantes et intéressantes. Ondine nous dit non, l'or, ni maître humain, ni esclave humain. Ça va pas te plaire, mais c'est ce qui est marqué sur la pyramide de Dieu. Alors, on n'est pas ici, effectivement, pour se plaire les uns les autres, hein, c'est le but. Alors, ça n'empêche pas d'être bienveillant, ça va sans dire, mais en tout cas, on est ici pour aborder, des manières de penser qui sont a priori choquantes, sinon ça fait belle, lurette, qu'elles auraient contribué à rendre notre société, évidemment bien plus agréable qu'elle ne l'est actuellement à vivre. Autre commentaire donc de Laure, le bien commun être dans le partage sans chef, car corrompu par le pouvoir, agora, démocratie par le peuple. Merci en tout cas de nous aider à fixer comme ça des idées grâce à vos commentaires. Je remonte un peu plus haut. Hein. Des faux rebelles, l'homme est corrompu par le pouvoir. Voilà, c'est un sujet éternel, il me semble, en classe de première ou terminale. Hein, le pouvoir corrompt, mais je vois bien peu de gens continuer à réfléchir à ce thème tout au long de leur vie et à l'appliquer aux différentes politiques dont ils sont victimes. Certains constatant le désastre causé par le système bipartite attribuent à l'extrémisme les effets négatifs du gouvernement. Ils supposent que si les gens soutenaient une forme de contrôle coercitif situé quelque part entre l'extrême gauche et l'extrême droite, les choses s'amélioreraient. Ces personnes prétendent être indépendantes, ouvertes d'esprit et modérées, mais ne sont en réalité que les défenseurs généraux de l'oppression au lieu d'être des défenseurs d'une forme particulière d'oppression. La gauche et la droite ne sont que deux masques, expression à noter, que porte l'unique classe dirigeante, et la création d'un nouveau masque qui soit un compromis entre les deux autres n'aura aucun effet sur la nature de la bête ou sur la destruction qu'elle provoque. Alors, on a parlé de la bête dans ce paragraphe qui vient de se terminer. On a parlé de destruction. On a parlé évidemment de gauche et droite. On a parlé de désastre causé par le système bipartite. Donc, je vais noter les mots désastre et système bipartite. Et voilà pour ma contribution, n'hésitez pas à la compléter. Parmi ceux qui votent démocrate ou républicain, ou pour n'importe quel autre parti, personne ne reconnaît le problème sous-jacent et par conséquent, personne ne se rapproche jamais d'une solution. Ils restent des esclaves car leurs pensées et leurs discussions se limitent à la question inutile de savoir qui doit être leur maître. Qui doit être leur maître? Ils n'envisagent jamais et n'osent pas se permettre d'envisager la possibilité qu'il n'ait pas de maître du tout. Mais le fondement de toute action politique est la croyance en l'autorité qui est le problème lui-même. Les efforts des étatistes sont donc et seront toujours voués à l'échec. Alors, paragraphe plus court, notez ces efforts des étatistes qui seront toujours voués à l'échec. Je rappelle que les étatistes, dans ce contexte, sont les partisans de l'État. Donc, voués à l'échec, c'est la dernière expression de ce paragraphe. Et puis, on a entendu le mot esclave. C'est-à-dire que vous soyez de droite ou de gauche, vous restez des esclaves. Et on a envisagé dans ce paragraphe la possibilité qu'il n'y ait pas de maître du tout.
Donc ça, c'est important de noter ces mots, ces expressions. Voilà pour quelques restitutions. Malheureusement, il en va de même pour les mouvements politiques moins courants, supposés plus favorables à la liberté, tels que les constitutionnalistes, le Parti libertarien et d'autres. Tant qu'ils pensent et agissent dans les limites du jeu du gouvernement, leurs efforts sont non seulement totalement incapables de résoudre le problème, mais ils l'aggravent en légitimant par inadvertance le système de domination et d'asservissement qui porte l'étiquette de gouvernement. Fin de ce thème intitulé « L'effet du mythe sur les défenseurs de la liberté ». Alors, on va aborder le dernier thème de cette émission qui s'appelle « Les règles du jeu ». Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être là. Vous êtes une douzaine, de manière constante. Peut-être qu'il y en a qui s'en vont, d'autres qui arrivent, mais en tout cas, merci à ceux qui soit nous font l'amitié de passer, soit ceux qui ont la persévérance pour bien suivre de quoi il s'agit. Les règles du jeu. Même la plupart des personnes qui prétendent aimer la liberté et croire aux droits inaliénables laissent la superstition de l'autorité limiter considérablement leur efficacité. La plupart des actions de ces personnes consistent, d'une manière ou d'une autre, à demander aux tyrans de modifier leurs lois. Que les militants fassent campagne pour ou contre un candidat particulier, ou qu'ils fassent pression pour ou contre une législation particulière, ils ne font que renforcer l'hypothèse selon laquelle l'obéissance à l'autorité est un impératif moral. Fin du premier paragraphe. Impératif moral pour les deux derniers mots. Et donc, qu'est-ce qu'est un impératif moral? Eh bien, l'obéissance à l'autorité. Et puis, on a noté l'expression de droit inaliénable. Voilà pour ce premier paragraphe du dernier thème, les règles du jeu. Et nous poursuivons. Lorsque des militants tentent de convaincre les hommes politiques de réduire les impôts ou d'abroger une loi, ils admettent implicitement qu'ils ont besoin, écoutez bien ça, de la permission de leur maître pour être libres. Ils ont besoin de la permission de leur maître pour être libres. C'est ce qu'ils admettent implicitement. Et l'homme qui se présente aux élections en promettant de se battre pour le peuple sous-entend également qu'il appartient aux gouvernants de décider ce que les paysans seront autorisés à faire. Comme l'a dit Daniel Webster, à toutes les époques, il y a des hommes qui veulent bien gouverner, mais qui veulent gouverner. Il y a des hommes qui veulent bien gouverner, alors peut-être quelque chose qui a sauté dans la traduction, mais qui veulent gouverner. Ils promettent d'être de bons maîtres, mais ils veulent être, ah oui, c'est ça. Alors je reprends tout ça. Comme l'a dit Daniel Webster, à toutes les époques, il y a des hommes qui veulent bien gouverner, mais qui veulent gouverner. Ils promettent d'être de bons maîtres, mais ils veulent être des maîtres. Les militants consacrent énormément de temps, d'argent et d'efforts à supplier leurs maîtres de modifier leurs ordres. Beaucoup vont même jusqu'à insister sur le fait qu'ils travaillent dans le cadre du système et qu'ils ne préconisent rien d'illégal. Cela montre que malgré leur mécontentement à l'égard de ceux qui détiennent le pouvoir, ils croient encore au mythe de l'autorité et coopéreront avec l'injustice légale jusqu'à ce qu'ils puissent convaincre leur maître de changer les règles, de légaliser la justice. Si le message voulu par les décidants est qu'ils désapprouvent ce que font les maîtres, le message réel que toute action politique envoie à ceux qui détiennent le pouvoir est « Nous aimerions que vous changiez vos ordres, mais nous continuerons d'obéir, que vous le fassiez ou non. » En vérité, celui qui cherche à atteindre la liberté en demandant à ceux qui détiennent le pouvoir de la lui accorder a déjà échoué, quelle que soit la réponse. Implorer la bénédiction de l'autorité, c'est accepter que le choix revienne au seul maître, ce qui signifie que la personne est déjà, par définition, un esclave. Il nous reste 2 paragraphes, donc petite pause. Surtout ne pas désobéir car c'est dangereux d'être libre. Voilà, c'est ça la manière ironique de le dire.
Et puis, nous dit Ondine, désobéir et être libre, n'est-ce pas alors? Bah écoutez, voilà, ça vous permet ce petit dialogue. Et puis, Yacine Djema, merci à toi d'être là, qui pose la question. Si j'arrive à la. Aujourd'hui, le monde a complètement changé, une force des briques contre l'État fantôme. On va faire quoi avec les contre-libertés? Ben, c'est des questions qu'on peut poser. Tout est bienvenu du moment que ça reste bienveillant. On va terminer avec les 2 derniers paragraphes qui nous restent pour aujourd'hui. Celui qui réclame une baisse des impôts accepte implicitement que les politiciens décident de la part qu'un homme peut garder de ce qu'il a gagné. Celui qui supplie les politiciens de ne pas le désarmer par le biais du contrôle des armes à feu concède, ce faisant, qu'il appartient au maître de laisser l'homme être armé ou non. En fait, ceux qui font pression sur les politiciens pour qu'ils respectent les droits inaliénables du peuple ne croient pas du tout aux droits inaliénables. Les droits qui nécessitent l'approbation du gouvernement ne sont pas inaliénables et ne sont même pas des droits. Ce sont des privilèges accordés ou refusés selon le bon vouloir du maître. Et ceux qui détiennent le pouvoir savent qu'ils n'ont rien à craindre de ceux qui ne font rien d'autre que de mendier pathétiquement la liberté et la justice, quelle que soit la force avec laquelle les dissidents parlent de revendiquer leurs droits. Le message qu'ils envoient en réalité est le suivant: nous sommes d'accord, maître, que c'est à vous de décider ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Ce message sous-jacent se retrouve dans toutes sortes d'activités que l'on croit à tort être des formes de résistance. Par exemple, les gens manifestent souvent devant les bâtiments du gouvernement, portant des pancartes, scandant des slogans, parfois même en recourant à la violence pour exprimer leur mécontentement à l'égard de ce que font les maîtres. Cependant, même ces protestations, pour la plupart, ne font que renforcer l'autoritarisme. Les marches, les sit-ins, les protestations, etc., sont conçues pour envoyer un message aux maîtres, l'objectif étant de les convaincre de changer leurs mauvaises habitudes. Mais ce message implique toujours que ce que le peuple peut faire dépend des maîtres, ce qui devient une prophétie autoréalisatrice. Lorsque le peuple se sent redevable d'une autorité, il est redevable d'une autorité. Les gouvernants tirent tout leur pouvoir du fait que leurs sujets s'imaginent qu'ils ont du pouvoir. Voilà pour cette émission d'1h22, hein, donc un copieuse émission, si je puis dire, même si les thèmes étaient dans l'ensemble moins nombreux que dans les émissions précédentes. En revanche, ils étaient largement détaillés et argumentés. Donc, je vous rappelle les thèmes que nous avons traités aujourd'hui. Grand ou petit, de gauche ou de droite, l'État est mauvais. L'effet du mythe sur les défenseurs du mythe, donc du gouvernement, hein, de la liberté. Je remonte un petit peu plus haut pour que ça prenne tout son sens. On est dans la partie 3E, les effets du mythe sur les avocats. Les avocats, donc ceux qui défendent le fait, l'existence d'un gouvernement. Et puis, on a vu également l'effet du mythe sur les défenseurs de la liberté, je viens de le dire. On a vu également les règles du jeu. Alors, quel est le menu de demain, mercredi 16 août? Eh bien, demain, nous allons aborder légitimer l'oppression. On va aborder la contradiction libertarienne. Un paragraphe s'intitule « Ça reste à découvrir comme l'ancien patron ». Un autre paragraphe, un mélange de sagesse et de folie. Et puis, on parlera demain du mythe du contrat. Je vais lire vos derniers commentaires et puis il va être bientôt temps de se souhaiter les uns et les autres une excellente soirée. Non sans vous remercier pour votre participation, pour votre présence et surtout pour votre intérêt pour un livre qui, à l'évidence, n'est pas évident à lire, tant il bouscule la plupart des choses que nous avons pu penser par le passé. En tout cas, je vais parler pour moi et non pas à la place des autres. Chacun dira. Dites-moi si ça vous bouscule. Si, alors évidemment, quand quelque chose nous bouscule, c'est là tout le danger de ce type de lecture. On serait tenté de le rejeter au motif que ça bouscule nos croyances. Mais c'est bien ça précisément le sujet que je vous ai montré, c'est que ces croyances sont comme au sommet d'une pyramide et vont piloter tout le reste. C'est elles qui vont déterminer nos capacités et nos potentiels, lesquels potentiels vont déterminer
nos comportements et nos actions, lesquelles actions et comportements vont déterminer les résultats qui vont faire que renforcer nos croyances, créant ainsi, même si c'est présenté en carré, une sorte de cercle vicieux, ce cercle vicieux commençant par la croyance. C'est là c'est là-dessus qu'il faut travailler et réfléchir. Et des croyances, c'est rien d'autre qu'une série de conditionnements. Alors c'est vrai que c'est un travail important, hein, que de savoir se remettre en cause, de voir les conditionnements dont nous sommes nous-mêmes les victimes, et ainsi de suite. Donc je vais vous saluer les uns et les autres, les unes et les autres. Merci à Laure, merci à Ondine, merci à Yacine Djema d'avoir été parmi nous. Merci également, on a vu d'autres personnes tout au long de la soirée. J'essaye de remonter dans le chat, mais bon, ça commence à faire beaucoup de messages avec tous mes petits posts de restitution. Merci à Yolande Gilles. Je ne sais pas si tu es toujours là. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous. Et puis, on avait également Boussad Chabani à un moment donné. Et je pense que j'ai dû faire le tour. En tout cas, si je vous ai oublié, n'hésitez pas. Il y a eu Valérie. Merci à Valérie qui était et encore bon anniversaire. Et puis là, je pense que j'ai dû oublier personne. Alors, en tout cas, signalez-le si c'est le cas. On va se laisser avec notre petit indicatif de fin d'émission. Et puis, je vous retrouve avec bonheur, tous ceux qui le veulent bien, dès demain soir, mercredi 16 août, à la même heure, 21h30. Et puis, jeudi à 20h pour les émissions de cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le livre grâce au lien que je vous reposte de façon à ce qu'il soit bien clair pour tout le monde, que vous pouvez déjà avoir les 133 premières pages version française de ce livre. Il vous suffit de cliquer sur ce lien et vous allez pouvoir avoir le livre au format PDF et vous verrez que ce format PDF est interactif, c'est-à-dire que c'est lui qui nous sert pour chaque émission. Donc, vous retrouverez également dans ce document le découpage des émissions, ce qui fait que vous aurez le choix soit de le lire des yeux grâce au PDF, soit de retrouver telle ou telle émission de façon à l'écouter un petit peu comme un podcast. Les amis, excellente soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour la lecture de The Most Dangerous Superstition dans cette émission numéro 12. Passez une très très bonne fin de soirée et à tout bientôt. Laure, c'est les mardis, mercredis et jeudi soir de chaque semaine jusqu'à ce qu'on ait terminé le livre. Donc voilà, merci pour vos commentaires bienveillants des uns aux autres. J'espère te revoir, c'était génial Ondine. Ben, tu vois, merci à toi Ondine, tu as été pour le coup super appréciée, ça n'est que mérité bien sûr. Et puis des commentaires que j'ai peut-être pas lus à temps. On était en train de vivre les années 1932 et 1935, l'époque, tu n'as pas le droit de donner ton avis. Bientôt la fin des réseaux sociaux. On est en train, oui, tout à fait. Donc c'est vous dire, mais vous savez, ça serait leur faire trop d'honneur que d'en venir à désespérer. Vous savez, les changements sont souvent imprévisibles. Et je ne sais pas si la phrase de Victor Hugo est exacte, mais rien ne peut empêcher d'advenir une idée dont l'heure est venue. Donc, j'espère que ces idées que nous sommes en train de partager, eh bien, leur heure est venue. Merci Laure qui nous dit « Je reviendrai ». Eh ben, ça va nous motiver pour les émissions suivantes. Passez une excellente soirée, les amis. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas de partager ce que vous avez entendu, compris à d'autres pour qu'on soit de plus en plus nombreux ouverts à ces idées. Alors, on aura terminé aux alentours du 25 août, mais bon, je pense, je ne me suis pas encore rendu à la croyance que ça va atteindre jusqu'à nos émissions, mais qui sait. En attendant, on va continuer et faire de notre mieux. Passez une excellente soirée, les amis, et puis à tout bientôt pour une prochaine émission. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères